J'étais en formation dans une école côté de la vallée de Chevreuse. Et puis on m'appelle, on me dit Thierry, il faut que tu passes à la télé là pour un truc là sur les JO. Ah bon? Il me dit ouais, de toute façon, il y a que toi, disponible, donc faut que tu y ailles. Et j'ai dit parlez-moi un peu des JO parce que c'est loin les JO. Et je me suis dit comment on va se positionner. Bon, je connaissais bien ce métier, ça fait 10 ans que je gère les opérations. Les contraintes, je les avais déjà. On va partir sur la livraison de nuit. Et là, je suis parti dans cette émission sur les jeux, puis j'ai pris le sujet. Donc c'était il y a 18 mois. Pour rappeler, la préparation des JO a pris 18 mois globalement. Ouais. Aujourd'hui pour Carrefour, quoi. En fait, on n'a pas dédié une équipe. Moi non plus, je suis pas dédié qu'aux JO. J'ai mon métier de RSE, d'inclusion, sur la décarbonation, sur le traitement des déchets. Mais les JO m'ont pris un peu de temps. C'est essentiellement de la coordination. C'est-à-dire qu'il a fallu déjà comprendre qu'est-ce qu'on nous interdisait. Bonjour, vous écoutez La Sphère Indus, le podcast qui met en lumière et dépoussière les dessous des industries françaises. Une fois par mois, Clément Bognol et Hugo Duc donneront la parole à des personnalités qui vous partageront leur vision et leurs histoires singulières autour des métiers passionnants de la supply chain, des achats et des opérations industrielles. Ce podcast vous est proposé par Linkust, l'expert du recrutement dans la supply chain, les achats et les opérations. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Sphère Indus. Aujourd'hui, superbe invité, Thierry Quaranta, directeur de la transfo durable supply chez Carrefour, et notamment en charge des JO, de la supply des JO pour Paris 2024. Aujourd'hui, on va parler de la supply chez Carrefour, on va parler des JO et de tous les défis liés à cet événement. Et puis on va aussi parler un peu de livraison urbaine. Je crois que tu aimes bien le sujet. C'est un sujet que j'aime bien. Voilà. Ce qu'on aime bien, c'est est-ce que tu peux t'introduire un peu pour les personnes qui vont écouter ce podcast, et puis peut-être commencer par comment est-ce que tu es tombé dans la marmite de la supply? Alors, merci de me recevoir et je suis ravi d'échanger avec vous sur ce sujet passionnant qui est la supply, autour aussi des JO, qui est un vrai catalyseur de ce métier. Je vais vous le présenter. Alors, comment je suis tombé à la supply? En fait, j'ai commencé très jeune, puisque j'ai fait un DUT transport et logistique quand j'étais étudiant, puis après j'ai fait une formation qui s'appelle GOL, qui existe encore, puisqu'elle a plus de 30 ans maintenant, même 35 ans, chez Golin, et puis après j'ai fait un DESS, ou maintenant on dit Master 2, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, donc voilà. Et j'ai commencé en alternance dans une société qui s'appelait Euromarché, je ne sais pas si vous avez connu, voilà, donc les produits Orange, qui a été racheté en 91 par Carrefour. J'ai fait du magasin, beaucoup de magasins, j'ai fait les premières années, et puis après j'ai fait des opérations logistiques. Et ça m'a suivi toute ma carrière, ces opérations logistiques. Alors, chez Carrefour, j'étais pas mal spécialiste de l'import, donc les conteneurs, le textile, le bazar. Et ça, j'ai fait ça pendant quasiment 7 ans. Puis après, j'ai quitté Carrefour pour entrer dans un groupe qui s'appelait PPR. Donc, et là, j'ai fait plusieurs métiers, plusieurs entreprises. J'ai fait Rexel, j'ai fait Conforama. Voilà. Donc Rexel avec un changement complet de la stratégie de grossistes avec des agences pour en faire des entrepôts qui allaient livrer des clients le plus rapidement possible, quasiment, on pourrait dire quasiment de l'e-commerce. C'était les balbutiements de l'e-commerce, puisque les clients passaient leur commande jusqu'à 19h, étaient livrés le lendemain matin, avant 7h pour certains qui étaient sur des chantiers. Voilà. Et donc on a fait ça en France et à l'étranger. Et puis j'ai fait Conforama pendant 6 ans, où là aussi, changement de sourcing produit, on arrête les approvisionnements d'Europe parce que pénurie de main-d'œuvre, des prix qui montaient, donc concurrence avec Ikea, même si c'est pas tout à fait la même gamme de produits. Donc on change l'approvisionnement, donc il faut construire des entrepôts. Donc un entrepôt, on en passe à 10, et puis voilà. Et ça a été cette histoire jusqu'en 2010. Puis j'ai quitté Conforama pour rejoindre Leclerc, chez Leclerc, et là aussi dans une fonction plutôt de direction générale, puisque je dirigeais la centrale d'achat du Sud-Est, le cas Sud. Et là, très axé client, finalement, c'est comprendre le besoin du client, qui était l'adhérent, finalement, pour lui apporter le service qu'il demandait pour que ses magasins soient pleins. C'est toujours... Dans la distribution, ce qui est important, c'est que la marchandise soit dans le magasin pour le client. Et donc... tout était focusé là-dessus, donc c'est trouver des systèmes d'approvisionnement le plus efficace et le plus efficient possible. Donc
on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et puis Carrefour m'a rappelé, et j'ai rejoint Carrefour en 2014 sur un projet qui s'appelait Caravelle. C'était la transformation des entrepôts anciens pour les faire des entrepôts nouveaux, plus proches des magasins, mais sans évolution vraiment technologique. On n'a pas passé le cap de l'évolution technologique. Alors aujourd'hui, on met un peu d'automatisation aussi dans nos entrepôts. C'est plutôt de la mécanisation, puisqu'on est sur des trieurs. Le sujet d'automatisation, comme tout le monde, on le regarde. C'est un sujet qui est compliqué, qui est cher. Et puis, reste le sujet du foncier. En France, trouver du foncier pour construire des entrepôts, c'est pas un problème. Je dirais, c'est une contrainte de plus qu'il faut intégrer. Il faut en tirer une bonne valeur. Donc, ça prend un peu de temps, tous ces projets-là. Mais bon, l'avenir est en marche, et on ira sûrement sur des systèmes à un moment donné dans notre vie de Carrefour sur l'automatisation. Voilà, je suis tombé dans ce métier-là. Ce qui est passionnant dans ce métier, c'est pour ça que je suis resté toujours dans ce métier, c'est que c'est un métier d'homme avant tout, enfin avec un grand H, excusez-moi mesdames. J'ai eu beaucoup de femmes dans ma carrière, en plus j'en charge d'inclusion aujourd'hui, je fais attention. Il faut être passionné des équipes, il faut être passionné du management, il faut savoir les écouter, et les accompagner, leur donner envie. Et ça a toujours été mon moteur, d'avoir des équipes importantes. Voilà. Et ça, j'ai fait ça chez Carrefour pendant 10 ans, là, de l'opération, je dirais jusqu'à la France sur la partie des opérations, donc logistique et transport. Il y a eu un moment où on avait aussi la pro. Et puis en 2023, on a changé la gouvernance de la supply, et avec Mourad, on a pris la décision de créer une division qui existait déjà, plus ou moins, qui était la transformation durable. Pourquoi ? Parce que la transformation durable, c'est un élément essentiel de ce qui va faire ce que sera l'entreprise demain. Donc, s'imprégner de l'environnement. Enfin, aujourd'hui, on a un impact environnemental qui n'est pas négligeable. On est un des premiers transporteurs en France, il ne faut pas l'oublier. On a plus de 2 millions de mètres carrés d'entrepôts. Là aussi, c'est l'artificialisation des sols. On fait travailler 15 000 personnes. Il faut aussi faire de l'inclusion. Donc, quand je dis il y a 15 000 personnes, par exemple, on a un focus important pour travailler les postes de travail en entrepôt qui sont pour des personnes en situation de handicap. Donc, on est plutôt, je dirais, enfin, l'expression elle est jamais bonne, mais bon élève, puisqu'on est à plus de 9%. On doit aller au-delà. On doit travailler encore ce point. On doit encore travailler sur comment des personnes avec des handicaps plus lourds puissent intégrer nos activités. Et ça, c'est possible. Il suffit d'y travailler et d'avoir la volonté. C'est aussi intégrer des minorités aujourd'hui. On a tendance à vouloir aller tout de suite à l'efficience, mais notre devoir, c'est aussi d'intégrer la population. Et puis, c'est féminiser nos équipes. On n'est pas très bons. En supply, c'est un métier d'homme. Oui. Alors, je ne vais pas dire des tatoués musclés en t-shirt, non. Mais quand même. L'entreposage. Voilà. Donc, c'est un métier qui va se féminiser. Et là, on travaille beaucoup là-dessus, notamment sur notre management, voilà, qui a un sens de l'écoute qui est bien plus prononcé que la plupart des hommes en général. Donc voilà. Donc, ça, c'est mon travail de tous les jours. Ce métier de la supply, c'est tout le temps réfléchir à comment servir le client. Et ça, quand on discutait avant et qu'on échangeait avant cette interview, vous me posiez la question, quels sont les projets qui vous ont marqué ? En fait, tous les projets me marquent. Et est-ce que j'ai eu des échecs ou pas ? Oui, j'ai eu des échecs, mais est-ce qu'ils sont marquants ? La réponse, elle est non, parce que comme on travaille avec des hommes, il y a toujours un moyen de rattraper la chose. C'est pas comme quand vous êtes avec une machine. Quand vous plantez sur la machine, vous l'assumez un certain nombre de temps. Alors, vous pouvez toujours compenser. Ça a été le cas sur un de nos établissements en 2012, par exemple. En 2018, en Haute-Savoie, on a un établissement qui a fait le choix d'automatiser un entrepôt fruits et légumes. Ça ne marche pas du tout. Et donc, on a travaillé, mais ça a mis 4 ans, 5 ans à ce qu'il commence à délivrer, commence à être rentable. Quand on a des systèmes qui sont beaucoup plus souples avec des hommes, aujourd'hui, on arrive à corriger nos projets. Donc ça, il ne faut pas le perdre esprit, c'est comment j'embarque les équipes pour que ça avance et pour que tout le monde croit au projet et comment je les écoute aussi. Si on ne les écoute pas,
Ça a été un des reproches d'un de mes managers à une époque qui me disait « t'écoutes pas ». Mais j'étais pris dans l'exploitation, j'y arrivais pas. Et ça, c'était un tort. Si je devais le refaire, je prendrais plus de temps à écouter. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup. Et ça, c'est essentiel. C'est l'écoute de ses clients et l'écoute de ses collaborateurs pour en faire une adéquation et trouver comment on va les entraîner à réussir un projet. Et le bon projet, c'est les JO. C'est JO, ouais. Et on en parlera tout à l'heure. Et on en parlait. Et justement, je pense que pour ceux qui nous écoutent, certains ne savent pas ce qu'est la supply chain. Connaissent souvent le terme logistique. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant déjà de donner un peu ton regard sur qu'est-ce que la supply chain, qu'est-ce que la logistique et comment tout ça vit ensemble en fait aujourd'hui. Alors, pour être très universitaire, on dirait la supply, elle part du client final quasiment, donc le consommateur. Comment il a son produit dans son frigo ou dans son placard. Donc, ça peut être par de l'e-commerce, mais ça peut être parce qu'il a fait ses courses. Donc, ça part du magasin, finalement. Pour nous, je parle pour la distribution. Ça va partir du magasin, l'approvisionnement du magasin via des plateformes ou soit en direct les fournisseurs. Ça veut dire des grosses négociations avec ton fournisseur quand même. Ça veut dire la maîtrise des opérations de transport. Et transporter, il ne faut pas penser. C'est un peu une discussion que j'ai eue il y a quelque temps avec le Parlement, avec une délégation parlementaire qui me disait mais pourquoi on fait des entrepôts ? Les fournisseurs ils n'ont qu'à livrer directement. Sauf que ça fait un nombre de camions incommensurable sur la route et on ne tiendrait jamais des délais, on aurait des ruptures partout. Puis les fournisseurs sont incapables de livrer des petites quantités. Donc l'idée, c'est de mettre des entrepôts pour massifier en tout cas ce qui va arriver dans le magasin, Et la consommation fait que... Alors moi, j'ai commencé à travailler dans les années 90, voilà. Désolé pour vous. Dans les années 90, où on faisait encore des camions sur parking de vente de boîtes de conserve de sauce tomate ou autre. Bon, ça n'existe plus ou quasiment plus. En tout cas, il n'y a plus d'opérations parking comme ça. Donc, on passe par les entrepôts parce que les quantités et puis l'offre magasin a vraiment grandi par rapport à ce que moi j'ai connu au démarrage de la distribution quand je suis arrivé dans les années 90. Donc, on a une offre qui est importante parce que les clients sont exigeants. Donc, ça veut dire des petites quantités. Donc, même quand on a un hyper, on peut commander quelques colis, voire même un seul colis d'une référence pour un mois. Voilà. Donc, c'est important de massifier. Donc, ça part des entrepôts. Et puis après, il y a toute la partie de négociation en amont des entrepôts avec les fournisseurs. Alors là, c'est là où ça se complique un peu. Ça veut dire négociations tarifaires, bien entendu, avec nos fournisseurs. C'est des négociations sur des quantités, des barèmes quantitatifs, sur des collections, voilà. Et comment ils vont être approvisionnés. Soit c'est de l'approvisionnement que nous pilotons. Donc on dit, je veux X colis cette semaine, je veux X ça ce jour-là. Et puis le magasin qui, par exemple, pour les produits frais, c'est le magasin qui tire en fonction de ses ventes et qui passe la commande. Donc ça, c'est un gros travail. Et puis, autour de tout ça, on l'a vu, il y a des fournisseurs, des industriels qui vont lancer leur campagne de production. Alors nous, on leur donne des prévisions. Et ça fait partie de la supply chain, c'est de donner de la prévision, de dire on va vendre, je sais pas moi, X milliers de yaourts à la fraise. Alors, il y a plein de sociétés maintenant qui vous vendent des prévisions en vous disant on est capable de vous dire que le magasin de la Tissemont, s'il est capable de vendre la semaine prochaine, parce que ça va être la saison des fraises, 120 yaourts à la fraise. Voilà. Bon, ça se travaille, il y a des data scientists pour ça. Et donc, c'est un gros effort, c'est bien maîtriser la partie prévision pour qu'on ne soit pas en rupture. C'est pas tant pour faire plaisir aux fournisseurs, c'est aussi pour que nous, on ne soit pas en rupture, pour que les magasins ont bien cette marchandise-là. Donc, plus la prévision est bonne, plus c'est plus facile pour le fournisseur de lancer ses campagnes industrielles de production et autres. Voilà. Et puis après, c'est trouver aussi des fournisseurs alternatifs quand ils ne sont pas capables de fournir. Donc, la supply, finalement, ça part du client jusqu'à quasiment à la matière première, puisque comme on donne des prévisions, ils peuvent avoir une vision sur ce qu'ils ont à produire. Et puis, entre tout ça, il y a des fonctions, c'est tous les camions qu'on voit sur la route, donc des camions qui vont acheminer des fournisseurs vers les entrepôts. Alors, de temps en temps, c'est des camions complets, de temps en temps, c'est pas des camions complets, de temps en temps, c'est de la messagerie, notamment en frais, on a beaucoup de messagerie. Des camions qui ne sont pas forcément remplis en messagerie, notamment en frais, vous transportez beaucoup de bois, de la palette, pas grand-chose dessus, mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de référentiels, et ça va dépendre des formats de magasins. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on a lancé avec le Club d'Émetteurs, sur comment on optimise notre transport en amont
peut-être le massifier avec d'autres avec des industriels ou des autres distributeurs. Donc voilà. Et puis après, une fois qu'on a la partie commande, là aussi, l'idée c'est de remplir des camions, parce que moins on en met sur la route de camions, moins on pollue et moins ça coûte cher. Donc l'important aussi, c'est dans toute cette étape, c'est de maîtriser notre coût de supply. Pourquoi ? Parce que le consommateur, il ne peut pas tout porter aujourd'hui. Vous avez vu avec l'inflation, si demain, on se disait, voilà, vous voulez beaucoup de choses, on met autant de camions que vous voulez sur la route, les prix vont s'envoler, la productivité de notre entrepôt va s'écrouler, donc tout ça, ça va coûter cher. Donc il y a toujours une phase d'optimisation. Donc ça fait partie aussi, c'est un gros axe de la supply et c'est un élément important que l'on mesure, c'est notre productivité globale, donc depuis le fournisseur jusqu'à rendu magasin, qui nous permet de dire on a une supply qui est équilibrée financièrement et en fonction des flux. Et ça, c'est un travail au quotidien, donc de la prod et du remplissage camion et de la négociation sur... alors nous, on n'a plus Carrefour, on a plus de camions, quasiment plus de camions en interne, on a il en reste une quarantaine. Le reste, ce sont des transporteurs, on travaille à peu près avec 650 transporteurs, on travaille par appel d'offres, voilà. Et surtout avec des conditions de décarbonation, puisque c'est notre sujet de prédilection. On est un des distributeurs qui décarbone le plus. Aujourd'hui, en gros, 34% de nos kilomètres sont décarbonés, mais 45% de nos livraisons en ville sont décarbonées. Et Paris, pour ces JO, on est 100% décarboné. Voilà. Mais, et quand tu parlais de livraison urbaine, oui. Du coup, tu parles de camions ou tu parles aussi d'autres moyens de livraison ? De tous les moyens. Tous les moyens. Aujourd'hui, qu'est-ce que Carrefour propose là-dessus ? Alors, il faut séparer deux flux. Il y a le flux, ce qu'on appelle nous en interne le B2B, c'est-à-dire on va livrer un magasin. Et donc, ce magasin, on va le livrer en camion. Après, la taille du camion, elle est variable. Quand on va en hypercentre, en général, on n'est pas en semi-remorque. Sinon, dans les virages, on va rester un peu coincé. Et donc, on est souvent en camion frigo, ou en tout cas multi-température. On a du sec et du frais dedans. Et on va livrer ça en porteur 26 tonnes ou 19 tonnes. Et là, c'est avec Aion. Et là, on fait la livraison en début de matinée, hors JO. Début de matinée, voilà, quand les copropriétaires nous autorise à livrer. Mais là, on a quelques exemples, puisqu'on a à peu près 40 magasins qui sont certifiés Certibri. Voilà, donc, où le magasin, c'est le magasin qui est certifié, c'est pas nous. Donc le camion, en revanche, il est en norme PIEC, donc il fait pas de bruit, enfin moins de bruit. Ça veut dire qu'on peut les livrer la nuit ? On pourrait. L'exemple qu'on a dans le 13e, puisqu'on a un magasin, un market dans le 13e, qui lui est certifié PIEC. Certibri, pardon, et donc le camion est PIEC, on fait moins de bruit que les poubelles. Voilà, donc, voilà. Mais c'est pas ça, l'avenir il est ailleurs, parce que là on fait encore trop de bruit, parce que c'est un camion biométhane, même s'il fait moins de bruit que le diesel, il en fait quand même. Et le groupe froid, si on oublie de le couper, il fait aussi, et le haillon fait du bruit un petit peu. Donc l'idée c'est de passer sur une forme de livraison. Par exemple, on teste l'électrique actuellement avec les JOP, et l'électrique, il donne satisfaction complète parce qu'on est en vrai silence. Ouais. Et même le haillon ne fait pas de bruit. Donc voilà. Donc, et ça, c'est sûrement l'avenir. C'est d'aller livrer, je dirais pas dans la nuit, parce que entre 2h et 4h du matin, ça peut être compliqué dans certaines villes. Il peut y avoir des arrêtés et autres. Mais se rapprocher plutôt des 5h, 4h, 5h pour aller livrer nos magasins, voilà, de façon à décongestionner les routes, déjà, si on livre la nuit, décongestionner les parkings en ville. Voilà. Là aussi, il faut que les municipalités nous aident pour que les places de parking, de livraison soient dégagées. Oui. Elles sont souvent occupées et la mairie de Paris, on travaille beaucoup sur ce sujet avec la mairie de Paris. Elle a quelques difficultés à arriver à faire respecter ça. Et décarboner aussi. Et décarboner, du coup. Décarboner, oui. Moins de bouchons, moins de voitures. Voilà. Et on décarbone, voilà. Et nous-mêmes, on est décarboné surtout, voilà. Et là, du coup, ce que j'aimerais bien savoir, c'est quel a été le rôle de Carrefour dans les JO aujourd'hui, quel a été ton rôle, quelle a été ta mission, les défis auxquels tu as été confronté pour ces JO qui sont aujourd'hui un succès. Je dirais, je me suis fait un peu piéger. Alors, il y a deux volets à regarder.
il y a le partenariat Carrefour avec le comité des Jeux Olympiques. Et puis, il y a ce que tout distributeur ou disons tout commerçant a dû faire, c'est s'adapter aux contraintes de livraison qui étaient imposées pour garantir la sécurité à la fois des visiteurs, des athlètes et des épreuves. Donc ça, c'était important qu'on ait ça dans le plan de départ. Et ça, tout le monde l'a eu. Pour la partie partenariat, donc Carrefour a choisi d'accompagner les Jeux Olympiques. C'est la première fois qu'un distributeur dans les 100 ans des Jeux Olympiques est partenaire premium dans ces Jeux. Ça a permis à Carrefour d'être présent partout. Vous le voyez partout maintenant dans les Jeux, de vendre des produits brandés aux Jeux Olympiques ou Paris 2024. Ça nous permet aussi d'être présent dans le village olympique et que les athlètes puissent, à travers nos magasins éphémères, alors les athlètes, les journalistes et puis les techniciens, il y a 3 magasins, puissent s'alimenter, trouver des choses pour se laver, par exemple, puisque les athlètes se sont plaints de ne pas avoir de savon dans leur habitation. Nous, on en avait, et donc ils ont pu s'approvisionner chez nous, et on en a vendu beaucoup. C'est une belle anecdote. Voilà, c'était un vrai service qu'on a apporté. Voilà. Donc c'est nouveau, ils peuvent acheter des souvenirs, ils peuvent acheter des fleurs pour récompenser entre eux les médailles. Voilà, on a une gamme de produits qui était important. Être partenaire premium, c'est effectivement, il y a le côté un peu paillette, on va dire, qui est lourd, hein, parce que ça veut dire beaucoup d'engagement des équipes. On passe notre temps à recevoir des invités, voilà. Et ça, il y a toute une équipe qui s'occupe de ça, que je salue au passage. Et puis on a toute la partie devoir. Notre devoir premier, c'est de savoir accueillir nos clients dans les magasins, donc des magasins propres, des magasins où on peut parler plusieurs langues, ou en tout cas on peut utiliser Google Translate. Je sais pas si j'ai le droit de citer, mais bon, voilà. Et en tout cas d'avoir des magasins avec de la marchandise. Et ça, c'était un défi parce que juillet, août à Paris, il se passe jamais rien l'été. Hein. À partir du 15 juillet au 15 août. Il ne fallait pas se baser sur les prévisions historiques. historiques. Voilà, et puis les fournisseurs qui ferment. Voilà. Alors, comment je suis tombé dans les Jeux Tout à fait par hasard. J'étais en formation dans une école à côté de la vallée de Chevreuse. Petite formation sur la gestion de crise. Et puis on m'appelle, on me dit Thierry, il faut que tu passes à la télé là pour un truc là sur les JO. Ah bon? Il me dit ouais, de toute façon, il n'y a que toi disponible, donc il faut que tu y ailles. Et j'ai dit parlez-moi un peu des JO parce que c'est loin les JO. Et voilà. Et j'ai découvert les JO à travers cette émission. Et je me suis dit comment on va se positionner. Et donc là, je connaissais bien ce métier. Ça fait 10 ans que je gère les opérations. Les contraintes, je les avais déjà. Et donc je me suis dit on va partir sur la livraison de nuit. Et là, je suis parti dans cette émission sur les Jeux, puis j'ai pris le sujet, on me l'a laissé, et voilà, donc j'ai commencé à coordonner. Donc c'était il y a 18 mois. Donc pour rappeler, la préparation des JO a pris 18 mois globalement aujourd'hui pour Carrefour, quoi. Voilà. Alors commencer à organiser pour ça. En fait, on n'a pas dédié une équipe. Moi non plus, je ne suis pas dédié qu'aux JO. J'ai mon métier de RSE, d'inclusion, d'accompagner mes collègues sur la décarbonation, sur le traitement des déchets, sur l'inclusion. Voilà. Mais les JO m'ont pris un peu de temps. C'est essentiellement de la coordination. C'est-à-dire qu'il a fallu déjà comprendre qu'est-ce qu'on nous interdisait. Ouais. Au début, on interdit tout. Les villes, chaque ville fait son décret. Il y a des camions qui peuvent passer dans cette ville. La ville d'à côté, on ne peut pas passer en camion. Voilà, c'était un peu la foire à la saucisse, on va dire. Donc un peu compliqué de s'en sortir. Jusqu'à ce qu'il y ait une start-up qui dit, on va prendre tous les décrets, on va les mettre en ligne et comme ça, vous pouvez taper la ville et on vous dit tout. En fait, heureusement, ça n'en est jamais servi parce qu'au final. Donc il y a eu les voies sanctuarisées que vous voyez maintenant partout à Paris, donc les 189 ou 185 km, je ne sais plus, de kilomètres qui sont sanctuarisés. Donc là on dit ça va réduire le trafic. Et puis il y a les zones rouges. Alors au début c'était les zones grises, il y a les zones grises, noires, rouges et bleues. Alors noir c'est juste le cordon. Voilà. Et puis on s'est dit comment on fait pour livrer ? Et là, on dit ça va être un peu difficile dans Paris. Il va y avoir beaucoup de circulation. On va pas pouvoir livrer nos clients. On est inquiet.
Et là, on a dédié un chef de projet sur le transport qui, lui, a repris arrêté par arrêté, ville par ville, enfin quartier par quartier, rue par rue. Et on a commencé à constituer nos tournées de livraison et regarder les impacts. On a simulé et on s'est dit, là, c'est catastrophique. Si on garde ça, nos camions, on ne les revoit jamais. Voilà. Okay. Donc, enfin, on ne les revoit pas dans la journée. Mais il fallait que les marchandises ne seraient pas dans les magasins. Donc, comment faire pour livrer les marchandises? Donc, on a refait nos simulations. Et là, on s'est dit, ça veut dire livraison de nuit. Et nos magasins ne sont pas ouverts la nuit. Et un magasin de proximité. Alors, autant les hypermarchés, aujourd'hui, qui sont autour de Paris, ils ont l'habitude de travailler la nuit parce qu'ils reçoivent beaucoup de volume. Et il faut le magasin à 9h, à l'ouverture, en tout cas, il est plein en général. Chez Carrefour, vous trouvez rarement des palettes en plein milieu des rayons à l'ouverture. Ouais. Donc, il faut remplir. Donc, on livre déjà la nuit. Mais on voyait qu'on était en limite sur pas mal de villes, ou en tout cas de quartiers, où on disait la zone rouge, elle s'active à 6h du matin. Si le camion est encore là à 6h, il ne sort plus. Voilà, donc il faut qu'ils sortent. Donc on est parti sur ce principe-là, et puis sur la proxy, là, tous les magasins de proximité, c'était pas le cas. En général, 80% des livraisons se font entre 6h et 9h du matin. Donc en gros, on était en plein dans le flux compliqué. Donc là, on a beaucoup travaillé avec les formats. Donc on a fait plusieurs réunions avec les formats, nos franchisés, en leur expliquant que ça sera pas possible pendant ces JO et qu'il faut livrer la nuit. Et ça a été le plus long. Ça veut dire on a fait énormément de réunions avec toutes ces personnes, beaucoup de séminaires. Alors je remercie Ève d'avoir organisé tous ces séminaires auprès des formats pour qu'on leur explique la complexité des jeux et comment on allait livrer et quels étaient les schémas de livraison. Et en fait, on a 350 magasins sur Paris et on fait 1500 livraisons par jour. Alors, on me dit 350, 1500, on a 14 entrepôts déjà. On a plusieurs métiers dedans. On a du frais, du sec, du surgelé, des fruits et légumes, du non-alimentaire. Donc tout ça, ça fait que un magasin, il peut être amené à recevoir entre 3 et 4 camions différents en fonction d'où ça vient. Donc on a changé 1500, à peu près 1500 horaires de livraison. Voilà. Et là, on s'est dit, ça fait gros, machin. Et ça veut dire aussi qu'on met du monde dans les magasins. Il y a des gens qui sont portés volontaires pour être la nuit, décharger les camions, et que la marchandise soit mise en rayon immédiatement dans la nuit, y compris dans la proximité. Ça n'était pas gagné parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Pas de transport en commun, puisque le RER il commence à 5h du matin et le métro aussi, donc pour rejoindre le magasin c'est compliqué. Donc on a pris certains principes de dire certaines personnes vont rester dans le magasin toute la nuit, ils partiront au petit matin et voilà, tous les jours comme ça, et d'autres viendront juste à l'ouverture. On calera notre livraison juste à 5h voilà, dans la tournée pour que le magasin puisse démarrer en fonction du poids du magasin et de sa capacité à faire, tout simplement. Donc beaucoup de changements et là ça a été beaucoup de discussions parce que ça entraîne des organisations qui changent dans les magasins. Mais tout le monde a suivi, tout le monde a joué le jeu et au mois d'avril, on s'est dit c'est bien, mais le mois d'avril c'est pour juillet, ça va être compliqué. Donc on va faire un test. Donc on a fait un test. On a fait un test au mois de juin. Donc les 3 premiers jours du mois de juin, je me rappelle, plutôt dans le 3, 4, 5 juin, on s'est dit on y va en run. Direct. Donc, du jour au lendemain, on bascule en livraison de nuit, tous les magasins, et ça a été un vrai succès. D'accord. Ça a été un vrai succès. Alors, on fait notre bilan, on se dit notre rétex, comme on dit. Ouais, mais bon, les Parisiens étaient là, mais finalement, il n'y avait pas de zone rouge, il n'y avait pas de police, on a pu prendre les voies. Bon, le test est bon, mais il y a un doute. Les contraintes, il y aura. Et après, on a repris les décrets, et le décret d'application, en tout cas des voies réservées, va du 1er juillet au 15 septembre. Donc j'ai dit, bon, de toute façon, on a testé en réel, ça a plutôt bien marché, et tout le monde disait, bon, les jeux, c'est le 26 juillet, donc à partir du 26 juillet, vous commencez vos livraisons de nuit. J'ai dit non, ça sera le 1er juillet. Parce qu'on a besoin de caler encore quelque peu l'organisation. D'accord. Il fallait tester. Alors, je suis un peu stressé, donc... il vaut mieux dans ce type de situation. Donc on a commencé le 1er juillet à détendre nos flux pour la proximité. Donc on a rajouté un jour de production supplémentaire pour ne pas non plus affecter la production de nos entrepôts et qu'on a toujours un service qui est là et pas d'absentéisme. Voilà.
Et ça a été lancé le 1er juillet. Et puis la première semaine, ça s'est plutôt bien passé. On a eu quelques calages avec des chauffeurs qui prenaient pas leur poste à l'heure. Et par rapport aux années précédentes, ce qu'on remarque, c'est qu'on a quelques transporteurs qui arrivent en retard, quelques conducteurs, mais on n'a pas d'absentéisme. Alors que les années précédentes, on avait beaucoup d'absentéisme l'été, des gens qui partaient, qui n'étaient pas remplacés, voilà. Et là, on n'a pas ça. Et pourquoi on n'a pas ça ? Tout simplement parce qu'on a fonctionné de janvier 2024 à juin 2024 par webinar. En fait, on a fait des webinars avec nos fournisseurs, déjà. On aura expliqué tout sur les jeux, et on doit être le seul distributeur à l'avoir fait. Donc, premier des webinars en janvier, on leur a expliqué que ça allait être compliqué pour livrer, et que Paris était prioritaire sur tout le reste de la France. Et donc, voilà. Donc, premier webinar. On s'est dit, bon, ils n'ont pas bien compris. On va revenir en mars pour leur expliquer. En mars, on est revenu. Et puis là, on a eu quelques retours, mars ou avril, on a eu quelques retours de fournisseurs qui disent, ouais, on aura 2 heures, 3 heures de retard dans vos entrepôts. La réponse a été non. Pourquoi ? Parce que vous réceptionnez la nuit. Enfin, à un moment donné, il n'y a aucune raison que vous soyez en retard. Donc, on leur a mis une couche un peu forte. Et entre-temps, la France avait même fait un séminaire avec l'ensemble des fournisseurs. C'est Alexandre de Palma, c'est Mourad Ben Sadi qui sont intervenus auprès des fournisseurs pour leur expliquer que non, c'est pas possible. C'est pas possible. On est là pour accueillir le monde entier et c'est l'image de la France. Au-delà de Carrefour, c'est l'image de la France. Voilà. Et l'image, elle est belle aujourd'hui. Quand on la voit, très belle. Quand on se promène dans Paris, Paris n'a plus rien à voir et nos magasins sont pleins, les clients sont contents. C'est plutôt réussi de ce côté-là. Mais ça veut dire qu'on a passé beaucoup de temps à réorganiser, à réexpliquer les choses, à donner des priorités. Par exemple, les fournisseurs, quand il y a une rupture, je sais pas, en ce moment, chez un fournisseur, je ne vais pas le citer, il y a une rupture sur un type de yaourt. Il y aura une rupture sur la France, mais pas en Ile-de-France. D'accord. Parce qu'on a poussé, on lui a dit, les produits, c'est l'Île-de-France, parce qu'il y a tout le monde qui est là, enfin le monde entier qui est là, il faut que ces produits soient là. Moi, j'ai une petite question, c'est est-ce que pendant ces 18 mois de préparation, Carrefour travaille avec le comité olympique, par exemple ? Oui. Pour, là, on parlait du transport, des décrets, des routes fermées, etc. Mais aussi, je pense, prévoir la demande. J'avais une question là-dessus aussi, sur la demande. Parce que c'est vrai que moi, en étant à Paris, j'ai été surpris. Je m'attendais à une foule de monde et que je n'ai pas vu. Je trouvais que le métro était moins rempli qu'à l'accoutumée. Est-ce que c'est des choses que sur lesquelles vous avez des visions ? De savoir, il va y avoir X touristes qui vont arriver. Donc comment on fait pour ne pas avoir de surstock sur des produits périssables ? Parce qu'en plus, on est sur des produits périssables, on est sur des sujets qui sont tendus. Donc si on a trop de stock, on jette. Il faut livrer à temps pour les dates de péremption. Est-ce qu'on s'inspire des JO de Londres, par exemple ? Des JO... Alors, oui et non. On s'est posé la question au début... les Jeux de Londres, ça donnait quoi dans le commerce ? Donc, quand on a commencé à lire les articles, on a pris peur. On s'est dit, oula, c'est compliqué. On a vu un fournisseur qui est partenaire depuis le début, qui est partenaire mondial des JO, c'est Coca, qu'on a fait intervenir lors d'un séminaire, une réunion avec nos franchisés. Et là, ils nous ont décrit l'apocalypse sur la logistique en disant ça va être la mort, vous allez souffrir et tout. Moi, je suis sorti de là, j'étais déprimé. Je dis bon, c'est Coca, ils ont une bonne expérience. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et ça nous a obligés à réfléchir plus vite. Voilà. Les prévisions, on savait qu'on avait à peu près 16 millions de touristes qui allaient arriver. D'habitude à Paris, on a 10 millions l'été, là on a 16 millions. Bon, c'est pas le même profil que le touriste qui vient, qui est venu en 2023, celui qui vient en 2024. Beaucoup de jeunes, là, vous le voyez dans les stades, c'est beaucoup de jeunes. Voilà, ils viennent soutenir les équipes, pas forcément des consommateurs. En fait, c'est des consommateurs de produits. Il y a qu'à voir, pas très loin, il y a une boutique, là, j'ai vu, là, à Châtelet, là, il y a une boutique officielle des Jeux Olympiques. Il y a une queue, mais c'est pire que Disney. Je vois plein de gens avec des t-shirts. J'en ai un aussi. Voilà. Et donc voilà, et donc on est parti
de ce constat, 16 millions de touristes, il faut qu'on sache les accueillir. Donc, on est parti aussi sur des prévisions météo qui nous annonçaient une canicule. C'est vrai. Voilà, ils avaient dit pendant les JO, pas les JOP, mais les JO, ça va être la canicule, il va falloir vendre de l'eau, ainsi de suite. Donc, on a fait des prévisions à ce niveau-là. L'eau, c'est pas très grave, on la stocke, et si on la vend pas, elle va s'écouler avec le temps. Et puis, on a des moteurs d'appro. C'est-à-dire que nous, on va commencer à suivre le rythme des commandes et on réajuste les ventes avec nos moteurs d'appro. Donc, les produits frais, on commande tous les jours. Donc, il n'y a pas de stock, ou quasiment pas. Il y a un petit peu de stock pour des dépannages, notamment en snacking, parce que c'est la grosse demande. On a 15 ou 16 références de snacking qu'on stocke avec une journée de stock pour dépanner les magasins. Après, on a les boissons, les boissons qui vont être consommées, c'est de l'eau, c'est du coca, voilà. Donc ça, on avait prévu stock suffisant et on avait négocié avec les fournisseurs d'approvisionner en partie Paris si ça devait exploser en sortie. Okay. Et après, c'est des paris qu'on a fait, voilà. L'autre phénomène qu'on a eu, puisque vous savez qu'on est fournisseur officiel de l'alimentation des athlètes. Oui. Voilà, donc c'est une autre paire de manches. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Sodexo, qui est lui le plus grand restaurant du monde actuellement, 40 000 repas par jour, je crois. Nous, on lui fournit tout ce qui est produits frais, on lui fournit les produits secs, les pâtes, le riz, les barres de céréales, les trucs pour le petit déjeuner, des biscuits, voilà, on fournit tout ça. Et on fournit aussi la viande et le poisson à travers Promocash, qui est notre enseigne que nous possédons. Et on livre tous les jours. Et là, on avait des prévisions qui étaient sous-estimées, par exemple. Là, on était sous-estimés parce que à ce matin, on a déjà dépassé le quota qui avait été annoncé pour l'ensemble de la période des Jeux. On était à 600 tonnes, on a déjà dépassé les 600 tonnes. Voilà, donc il y a une vraie consommation importante des athlètes. Voilà, alors, je ne vous dis pas que tout est rose. Les magasins Market et les magasins Hyper, eux, ils souffrent. Et ça va dépendre de la période. Par exemple, dimanche, les magasins Market ont explosé leurs chiffres. Après l'épreuve de cyclisme. Oui. Samedi, ça a été difficile pour tout le monde. Les hyper, c'est plus compliqué parce que la voiture, beaucoup de zones rouges à traverser, zones bleues. Et puis les Parisiens sont partis. Oui. Alors qu'il y avait beaucoup d'articles qui nous disaient qu'ils allaient rester. Et nos clients eux-mêmes avaient dit qu'ils allaient rester, mais finalement ils sont partis. Je pense que tout le monde a pris un peu peur des JO. Beaucoup regrettent d'ailleurs d'être partis aujourd'hui, parce que c'est vraiment sympa Paris comme ça. C'est une ville vraiment sympa là. Donc voilà. C'est peut-être l'héritage d'ailleurs qu'il faudra garder. Sur la prévision, voilà. Et après, on a affiné nos modèles au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps et que la demande arrivait. Il y a eu de la promotion aussi, puisque pendant ces Jeux, c'est le moment de faire de la promo. Donc ça, on s'engage. Et voilà. Et après, ça, c'est cool. Aujourd'hui, on est plutôt à la recherche de produits. Par exemple, produits non alimentaires, les t-shirts, les gourdes, voilà. Et ceux-là, on va les chercher sur le reste de la France. Voilà. Et on les ramène sur Paris pour, voilà. Mais pour l'instant, on n'a rien jeté. C'est la partie, en fait, on jette rien. En gros, juste une aparté, on fait beaucoup de dons. D'accord. C'est-à-dire que dès qu'on arrive en date de péremption courte, on fait des dons, que ce soit les magasins ou que ce soit nous, on fait des dons aux associations. On fait des dons aux associations, donc effectivement pour les hommes, mais aussi pour les animaux. Il ne faut pas l'oublier, on a tendance à les oublier. Oui, c'est vrai. On donne beaucoup aux zoos, quand même. Et puis après, on va réguler entre régions nos stocks. On fait des interdépôts. Par exemple, là, on a fait partir un camion de Paris vers la Bretagne parce qu'il était en rupture de je ne sais plus quel produit. Je l'ai pris ce matin, mais bon. Mais du coup, dans le reste de la France, il n'y a pas une tension qui s'est créée si on priorise Paris aujourd'hui ? Non, la tension, elle aurait dû être sur le Sud-Est, qui a aujourd'hui un record de touristes, le Sud-Est. Tout le monde est parti là-bas. Il fait chaud. Moi, j'y ai. Trop chaud. Voilà, il fait très chaud et effectivement. Mais non, aujourd'hui, c'est plutôt équilibré. Les fournisseurs sont restés ouverts. Et quasiment pour ces Jeux, on a eu peut-être un changement de mindset des fournisseurs. On n'a pas de fermeture comme on a l'habitude où il faut stocker. Voilà. Et là, voilà. Alors,
si on revient sur les JO, une fois qu'on a fait tout ça, donc prévision, voilà, les stocks et tout, et on avait des périodes difficiles à passer, c'est les bosses, ce que j'appelle les bosses. La première, c'était la cérémonie des Jeux. D'accord. Ça a commencé, je rappelle, le 18 juillet, la cérémonie des Jeux, et ça finit le 27, parce que en fait, la zone rouge était là et c'était compliqué à la livrer. Donc ça, c'était notre première bosse, ça s'est bien passé. La deuxième, ça a été samedi dernier, qui était l'épreuve de cyclisme. Et la dernière, ça va être le marathon de Paris et le marathon pour tous. Ah oui. Là, c'est 24 heures de fermeture, donc de la circulation. Voilà, donc on revoit tous les plannings de livraison avec les magasins et on va s'adapter. Et là, je viens d'apprendre qu'ils ont encore relevé le niveau de sécurité, donc ils vont fermer encore plus tôt. D'accord. Donc de 8 heures du matin, on passe à 3 heures du matin. Donc là, on est en train de retravailler beaucoup notre façon de livrer. Voilà, bon, ça c'est les petits trucs, mais on a cette souplesse et je dirais, on a beaucoup bossé avec la préfecture, ce que j'ai pas dit non plus. On a beaucoup bossé avec la mairie du Grand Paris, avec le COJO. Oui, moi pas directement, mais les équipes qui sont en relation avec le COJO, et puis à travers Sodexo. Et puis après, on avait un dossier qui était quand même compliqué, dont on ne parle plus aujourd'hui, c'est le site d'Aulnay. Vous savez, à Aulnay, on a deux sites. On a un site e-commerce, donc ce qu'on appelle de la préparation de commandes. C'est le Drive. Et on a un site B2B qui livre des markets et des hyper dans la zone des bus, zone rouge. Donc le pic des bus, c'est 600 bus pour la cérémonie d'ouverture. Et donc la zone est rouge, ils sont priorité aux bus. Donc on a recalé toute notre organisation, par exemple. Ces deux entrepôts travaillent essentiellement la nuit. D'accord. Voilà, pour que les camions partent avant 5 heures du matin, puisque de 6 heures à quasiment 10 heures, enfin 5h30 à 10 heures, c'est la sortie des bus, on n'a plus accès à la zone, donc voilà. Et donc on a beaucoup travaillé avec la préfecture sur ces sujets-là. La préfecture, au départ, tout le monde pensait qu'on pouvait fermer un entrepôt et se déplacer. Il y a un de nos confrères, on peut le citer, Chronopost, qui lui s'est dit, bon, pendant la période des Jeux, je quitte Aulnay, je vais m'installer ailleurs. Il peut le faire. Nous, on a un entrepôt de 48 000 m2 plus un entrepôt de préparation de commandes automatisées. On ne peut pas les déplacer. Donc voilà, on a fait... Mais on s'est mis en tant que partenaire. Là aussi, ça nous a fait gagner beaucoup de choses et de simplifier des procédures parce qu'on s'est mis en tant que partenaire. On a dit, on n'est pas là pour bloquer. Notre contrainte, c'est d'aller livrer les magasins. L'objectif, c'est de livrer. C'est comment on livre. Que ça coûte un peu, soit... c'est les jeux, c'est un investissement qu'il faut qu'on fasse parce que c'est important que les magasins viennent et que les clients viennent dans nos magasins. Donc on a beaucoup travaillé là-dedans. Alors après, quand je dis on a beaucoup travaillé, donc ce sont des petits ateliers qu'on monte et après on a ce qu'on appelle nos war rooms. Voilà, ça je veux venir. Ça c'est hyper important parce que une bonne partie des problèmes se règlent tout seul grâce au war room en fait. Donc tous les lundis, pendant 18 mois, tous les lundis, on avait une réunion sur comment les comités de pilotage avançaient. En gros, les appros, est-ce que les fournisseurs sont tous bien? Est-ce qu'on est sûr d'avoir la production là? Est-ce que le transport, on a tous les camions décarbonés? Est-ce qu'on a fini tous les appels d'offres? Est-ce que les chauffeurs... Donc, on avait ces ateliers qui tournaient. Et puis, depuis le 1er juillet, on a mis en place 3 war rooms. Une war room le matin à 7h, entre 7h30 et 8h. Où là, on prend tous les problèmes de la nuit, et l'objectif, c'est qu'ils soient réglés. Donc là, on n'a plus qu'un récapitulatif. Donc voilà, une forme de pression qu'on se met. Et puis, on a la même chose à 17h. Et entre-temps, avec le groupe, on a une war room à 9h du matin, où on va expliquer tout ce qui va, y compris les problèmes informatiques, voilà, les problèmes d'électricité, de froid, là aussi. On a un peu surprotégé l'Île-de-France pendant cette période-là. Donc voilà. C'est comme ça que ça fonctionnait les JO. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour l'instant, tu vois, sinon il reste les Paralympiques. Et ça, c'est la grosse bosse à passer. Contrairement à ce que tout le monde pense, ça va être la plus complexe. Pourquoi ? À cause de quoi ? Parce que les Parisiens seront rentrés. Ça commence quand Le 26 août. D'accord. Et c'est la rentrée des classes. D'accord, oui. Et donc, ça veut dire beaucoup de monde dans les magasins, beaucoup de monde dans Paris. Et en même temps, pour Carrefour, c'est le moment où on commence à livrer l'anniversaire en magasin, qui aura lieu au mois de septembre. Donc, forcément, des volumes importants. Et on va garder le même dispositif de livraison pour approvisionner les magasins. Mais ça sera beaucoup plus tendu. Alors, même s'il y a moins d'épreuves, le fait qu'il y ait une masse de circulation qui va augmenter, ça sera beaucoup plus complexe. Donc là, celui-là, il faut qu'on soit plus vigilant que ce qu'on... Là, on a un peu l'opportunité que, finalement, même samedi matin,
l'Île-de-France n'était pas encombrée. L'après-midi, c'était plus compliqué. Mais le matin, les gens n'ont pas pris leur voiture. Et le jour où ils prennent leur voiture, ça va nous compliquer. Je me demandais, est-ce que l'avis populaire, donc il y a eu beaucoup de critiques autour des JO, est-ce que ça a eu un impact sur vos décisions, sur des angles stratégiques pris? Puisqu'il y a eu beaucoup de critiques sur ça ne va pas marcher, il y a des problèmes de circulation, ça va être barré de partout. Est-ce que ça, même en termes humains, pour toi, est-ce que tu as été impacté par ça? Non, pas vraiment, parce que en fait, quand on voit ce qu'on peut faire et quand on voit l'organisation qu'on peut mettre en place, automatiquement, on baisse un peu en intensité. C'est-à-dire que quand vous mettez la télé et que des chaînes d'information continue qui vous disent Paris, ça va être une catastrophe, voilà. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une journaliste qui m'a appelé, elle me dit alors, les Jeux Olympiques, ça se passe bien chez Carrefour, vous avez beaucoup de difficultés, vos chauffeurs ils ont du mal. Et là, je lui dis non. Ah, j'ai pas de sujet alors. Exactement. Elle me dit vous n'êtes pas intéressant. Voilà, donc ça fait pas le buzz, Voilà, mais en fait, j'ai un collègue là qui est un ancien militaire, un général, qui s'occupe de la sécurité chez Carrefour, qui me dit une guerre qui est gagnée, c'est une guerre qui est bien préparée. Donc, effectivement, aujourd'hui, je me rends pas compte de tout le travail qu'on a fait parce que je suis encore dedans. Mais on a fait un gros travail d'organisation de ces flux qui fait que ça passe. Et le fait qu'on soit tout le temps là, à l'écoute, je reprends mes termes de départ, à l'écoute de nos clients, à l'écoute de nos collaborateurs et de nos prestataires, hein, puisque une partie de notre activité est prestée, c'est de réajuster en permanence. Et on réajuste en permanence, on essaie de corriger. Et c'est ça la supply, c'est ce qui fait cette valeur-là. Vous voyez, par exemple, sur la zone des bus, on s'est mis une boucle avec la RATP qui gère et qui nous dit attention, là, je vais sortir des bus. Okay. Donc, du coup, nous, on ralentit nos départs camions, ainsi de suite. D'accord. Ils disent là, on va faire le plein de biométhane pour nos bus décarbonés. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et du coup, on sait qu'on ne doit pas envoyer nos camions à faire le plein à ce moment-là. Vous voyez, c'est plein de petits trucs voilà, qu'il fallait sentir et qu'il fallait anticiper dès le départ. Ouais, et si ce n'était pas préparé. Ouais, aujourd'hui, ça serait l'apocalypse. Ça serait l'apocalypse. Ouais. Coca-Cola aurait eu raison. Je lisais un article d'un transporteur qui a sur LinkedIn, je crois, qui disait oui, c'est l'enfer dans Paris, voilà, et on n'arrive pas à livrer, les zones rouges, on peut pas rentrer dedans. Nous, on fait de l'e-commerce. Tous les jours, on va livrer des clients. Aujourd'hui, ça se passe super bien, et on est en progression de chiffres. Et il va y avoir un héritage de ça demain? Alors. L'héritage, il ne peut pas être que pour Carrefour. L'héritage, il doit être pour tout le monde. Donc, c'est un travail que l'on va faire avec la municipalité de Paris. Donc, le premier héritage, c'est les voies réservées. Donc, ça veut dire que quand même, de temps en temps, ils pourront les activer, ça va nous poser problème. L'idée, c'est de réavancer les livraisons de nuit. Peut-être garder des flux détendus aussi à un moment donné. Il y a des flux qui étaient trop tendus, donc on n'y arrivait pas. Donc, voilà, c'est quand même plus simple. Ça coûte moins cher en plus. Et en plus, on a une baisse de litige importante quand on fait ça. Ça, c'est le premier héritage. Est-ce que demain, on peut livrer l'héritage qu'il faut qu'on arrive à creuser, c'est de se dire comment je peux livrer la nuit. Voilà, c'est celui-là. Alors, il y a des positions de principe aussi de certaines copropriétés qui nous disent non, on veut pas de camion la nuit, parce que c'est un camion. Il pourrait être fermé complètement, enfin, qui fait pas de bruit, rien du tout. Le principe du camion, c'est un camion, donc ça fait du bruit. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on fasse beaucoup de pédagogie, qu'on forme aussi nos conducteurs à pas faire de bruit. Oui. On a quelques conducteurs qui font encore du bruit, qui laissent la radio allumée, qui ont leur téléphone portable avec une sonnerie pas possible, qui oublient de couper le frigo. Voilà. Il y a aussi des habitudes et il faut qu'on arrive à avancer sur la livraison silencieuse. C'est l'enjeu de demain, presque. L'enjeu de demain, c'est celui-là. La pollution sonore, c'est la pire des pollutions, finalement. Parce que vous avez des journées qui sont difficiles, vous rentrez, vous voulez vous coucher, et vous avez à 2h du matin un camion qui gare, juste envie de balancer un pot de cornichons. Pour toi, ça, c'est l'enjeu de demain en termes de mobilité urbaine aujourd'hui. Dans les grandes agglomérations, ça va être de travailler sur... Alors, pour la partie B2B, oui. Pour la partie B2C, la livraison à domicile, non, puisque là, on va livrer dans la journée pour les clients. Hein. Et là, il faut qu'on travaille sur des carburants alternatifs au gasoil pour les véhicules qui seront motorisés. Donc, on réfléchit à des carburants alternatifs
de façon à décarboner aussi. Et puis, on utilise aussi le vélo cargo pour aller livrer certains clients depuis les magasins chez eux. Et ça, c'est vraiment ça aussi une forme de livraison qu'on développe aussi. Toi, ta vision future là-dessus, c'est que un jour, la livraison urbaine B2C, c'est plus de camions, c'est que des vélos cargo. Non, ça ou peut c'est un mix. Ça sera un mix. Moi, je pense que c'est un mix parce que vélo cargo, c'est bien, mais à un moment donné, il y a des distances un peu longues à parcourir. Il y a des endroits. Les volumes aussi. Puis ça dépend où on est. Vous êtes à Paris, effectivement, on peut le faire parce qu'on a une capillarité de magasins qui est importante et le livreur, il a de quoi faire à vélo. Voilà, dans sa petite zone de chalandise. Vous êtes à Lyon, à la Croix-Rousse, des côtes comme ça. Ça va être compliqué. Ouais, je connais. ça va être compliqué. Vous allez à Marseille, ça devient difficile aussi. Donc ça va dépendre d'où vous êtes et la distance qu'il y a à parcourir. Maintenant, ce qu'il faut qu'on travaille, ce sont avec nos partenaires, c'est d'arriver à avoir des véhicules propres pour livrer, pour décarboner aussi la ville, parce qu'on n'y pense pas, mais c'est de la voiture. Voilà, et c'est comment on s'insère dans la circulation. Voilà. Et est-ce que les projets, j'avais vu passer un projet un jour, je ne sais pas si c'est d'actualité, je ne suis pas de Paris, mais sur la Seine, apparemment, il y a un bateau qui passe et après on peut envoyer des vélos cargo depuis la Seine. En fait, c'est pour faire travailler le dernier kilomètre. En fait. C'est transport tout fluvial. l'enjeu. Ouais, transport fluvial. Faire ce mix en fait, urbain, fluvial. Je suis réservé sur le transport fluvial. Pour plusieurs raisons. C'est nos entrepôts, ils sont, pour Carrefour en tout cas, ils sont loin des ports. Oui. Donc en gros, vous avez tout un transport primaire qui va aller de l'entrepôt jusqu'au port d'embarquement qui pourrait être Gennevilliers ou je sais pas quoi. Et après, vous mettez ça, vous avez un premier transbordement qui se fait là. Puis après, vous arrivez sur le port final, vous avez un deuxième transbordement qui se fait. Alors, soit du vélo cargo, c'est-à-dire on charge des vélos cargo, voilà, ou soit on prend une caisse et qu'on met sur un tracteur et le tracteur va faire la livraison finale. À chaque fois qu'on a un transbordement, ça coûte cher. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, on le fait par exemple en amont avec Ferrero. Actuellement, on a une barge qui part de Rouen, de Rosine, qui amène jusqu'au port de Gennevilliers sa barge. Nous, derrière, on va livrer nos entrepôts avec soit du camion, que du camion décarboné. Donc, voilà. Et voilà. Là, on fait un test. C'est un test. Okay. Est-ce que c'est RSE complètement? Nos premiers calculs, en tout cas de bilan carbone, ne sont pas bons. Voilà. D'accord, intéressant. Ouais, donc parce qu'il faut tout prendre en compte. Ouais. Voilà. Et voilà. Oui, parce que nous, on voit que le côté, on met sur un bateau, après il y a des vélos qui partent, mais... Ça, c'est le côté, je dirais, com. Maintenant, c'est un sujet qu'il faut continuer à travailler, comme le faire. On a une première expérience avec Danone de livraison d'entrepôt du Sud à Grance, de train complet d'eau, de Danone Waters. On est en train d'envisager de réactiver certaines lignes sur nos entrepôts en Ile-de-France pour que, en tout cas, les brasseurs nous livrent en wagon. Là, c'est effectivement en partie décarboné. Ouais. Le tout, c'est qu'on s'assure bien que la Micheline qui va, je ne sais pas si on dit encore une Micheline, mais en tout cas, la locomotive, elle soit bien électrique et pas au diesel. Okay. Lourd, en tout cas. Voilà, elle pourrait être au HVO d'ailleurs. Elle pourrait être au HVO, mais les autorités n'ont toujours pas passé critère 2. Elle est toujours critère 1, elle est toujours critère 2 pour l'instant. Voilà. D'accord. Mais c'est très intéressant ce qui est en train de se passer, en tout cas dans le monde de la RSE. Moi, ce que j'ai apprécié dans les JO, et ils ne sont pas finis, encore un gros paquet à faire, c'est que ça nous a fait avancer et prendre en tout cas la dimension qu'il faut qu'on fasse quelque chose sur les villes. Voilà. Okay. Et la livraison urbaine, c'est le plus gros de notre travail. C'est arriver à faire de la livraison silencieuse. Et j'y tiens vraiment à la livraison silencieuse. Pour avoir habité dans un quartier où il y avait des camions qui livraient, c'est vraiment pénible. Là, on voit les camions électriques que nous avons, ils font vraiment pas de bruit, à part le bip de recul qui est obligatoire. Ouais. Et encore, on peut le monitorer. Ça se passe super bien. Les gens sont super contents. Donc, l'électrique, est-ce que c'est l'avenir ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un bon modèle aujourd'hui. Ça fait pas de bruit. On a un premier test avec un camion hydrogène qui a une semaine, avec un de nos partenaires, Bertagnew. Ça fait moins de bruit, ça fait un peu plus de bruit qu'électrique, ça fait beaucoup moins de bruit qu'un diesel ou un biométhane.
Bon, après, l'hydrogène, c'est le modèle économique qui ne tient pas. Hein. Donc, Oui. pour l'instant, 4 fois le prix ça vaut 4 fois le prix d'un camion classique et le coût de l'hydrogène est cher. Et puis, comme dirait Carbone 4, pourquoi pas mettre l'électricité directement dans le camion au lieu de produire de l'hydrogène avec. Oui. Voilà, donc là, il faut qu'on se pose des questions. On regarde, on teste, mais c'est les énergies qui nous intéressent. Là, je ne vais pas en parler là parce que c'est pas mûr encore. Mais pour le dernier kilomètre, notamment, on a un carburant aujourd'hui qu'on travaille Carrefour qui est décarboné à 90% et qui ne demande pas à changer de moteur. Donc celui-là, je pense que c'est la solution d'avenir. Il faut vraiment qu'on aille là-dessus et qu'on aille jusqu'au bout. Hein. On est pour la transformation, pour une alimentation saine. Et il n'y a pas de transition alimentaire sans transition énergétique, quelque part, voilà. Et ça, il faut vraiment qu'on l'ait en tête. Et c'est ce qui me motive tous les matins. Moi, je me dis comment je vais continuer à améliorer la vie des Français à travers cette décarbonation, traitement des déchets aussi. Il faut qu'on reprenne nos déchets. Voilà. Et ça, c'est un gros travail qu'on vient de lancer chez Carrefour à la supply. La supply, c'est aussi une reverse. On a tendance à l'oublier. La reverse logistique. Mais on a les palettes à reprendre, on a des rolls à reprendre. Là, on manque de palettes qui sont restées au village olympique. Il faut vraiment qu'ils nous les rendent. Un petit message. Rendez-nous les palettes, s'il vous plaît. Il va falloir poster rapidement le podcast. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Comment on les revalorise? Il y a plein de choses à faire là-dessus. Le film, il va être taxé, donc voilà. On a toutes ces opérations qui arrivent et qui vont arriver pour la fin d'année assez rapidement. Ces JO ont vraiment mis une lumière sur Carrefour, mais aussi sur le métier de la supply, qui a, je trouve, depuis le Covid, encore plus explosé. Là, ça va donner encore plus de force parce que ça a toujours été associé à de la logistique. Il y a vraiment une différence entre logistique et supply, quand même. C'est deux mondes différents. Et c'est tout un travail de l'ombre, la supply, aujourd'hui. Et on voit tout ce que ça permet d'avoir. C'est tout ce qu'on a au quotidien, les produits qu'on va acheter, les biens de consommation. Comment est-ce qu'on fait pour nous les mettre dans les mains et qu'on ne soit jamais à court et en rupture? Et ça, Carrefour, aujourd'hui, le fait formidablement bien pour ces JO. Et moi, j'espère vraiment que ça va apporter un héritage pour Paris et pour toutes les villes de France par la suite. Dans le temps, en tout cas, dans les mois, années qui arrivent, qu'on utilise ces bonnes pratiques qu'on a pu mettre en place aujourd'hui à Paris pour le déployer ailleurs. Oui, de toute façon, c'est inéluctable. Il faut qu'on le fasse et ça sera vraiment différenciant dans la distribution. Et je pense qu'on peut même aller plus loin. Nous, nos camions, ils sont pas mal remplis quand on les optimise, quand on est en période hors JO. On pourrait aussi faire la livraison pour l'approvisionnement pour d'autres à travers nos camions. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir aussi de la mutualisation pour aller livrer les voisins, des commerçants voisins de nos magasins. Il faut limiter le nombre de camions. De toute façon, il faut le réduire drastiquement. Et les camions polluants, il faut les réduire. Et puis, utiliser des formes de livraison qui sont complètement différentes. Hein. L'e-commerce, aujourd'hui, on dit l'e-commerce, c'est que pour de l'e-commerce, mais l'e-commerce, ça peut être pour du B2B aussi. Par exemple, vous savez que chez Carrefour, on a des contrats avec, alors je ne peux pas le dire encore, mais dans les gares, vous avez des petites boutiques qui étaient avant avec une enseigne rouge qui vont passer chez nous. Est-ce qu'on met un camion? Non, peut-être qu'il y a intérêt parce qu'il ne va pas prendre des volumes énormes. C'est de faire une livraison avec un VL, ou peut-être un vélo cargo si c'est possible. Mais c'est ce type d'approvisionnement qu'il faut qu'on réfléchisse et pas sectariser les choses. On a les stations essence, les stations Total et autres. Souvent, alors sur l'autoroute, là effectivement on met des camions parce qu'il y a du volume, notamment en ce moment. L'autoroute A7, il y a un peu beaucoup de volume qui passe. Mais après, dans l'année, peut-être que des volumes plus bas, on va livrer des campings, des choses comme ça. Donc il faut réfléchir global et non plus sectariser les choses. C'est pour ça que d'ailleurs que Mourad, quand il a pris son poste à la supply, il a fusionné l'e-commerce avec la supply e-commerce avec la supply B2B. Voilà. D'accord. Donc, et aujourd'hui, on est en train de mettre des passerelles, et
et j'ai ce rôle finalement de catalyseur. Voilà, moi j'ai plus la production, mais je m'occupe de faire en sorte que les uns parlent avec les autres et qu'on arrive à avoir des synergies. On aime bien finir le podcast avec une question. Parce qu'on a pas mal de jeunes qui vont nous écouter dans nos publics, des jeunes qui commencent dans l'industrie et peut-être aussi dans la supply. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui rentre dans le monde industriel, dans le monde du travail? Alors, c'est ma vision des choses, c'est pas forcément celle que tout le monde va partager. C'est déjà une discussion qu'on a vue avec un ancien collègue qui est chez Renault maintenant. Est-ce qu'il faut commencer par du projet ou est-ce qu'il faut commencer par de l'opérationnel? Moi, j'ai tendance à dire que quand on rentre dans ce métier-là, il ne faut pas hésiter à aller mouiller la chemise opérationnelle avec les équipes. On apprend beaucoup des hommes, avec un grand H, mesdames. On apprend beaucoup et on apprend beaucoup de ce qu'on peut faire et la capacité qu'ont les équipes de réaliser des choses. Pour moi, c'est un passage obligé. Il faut qu'on apprenne. Par exemple, moi, j'ai commencé au rayon poisson dans ma carrière. J'ai appris énormément. J'ai appris. Vous travaillez avec des gens qui n'ont pas du tout fait les mêmes études que vous, voilà, qui viennent d'un milieu très différent. Mais vous apprenez à aimer les hommes et à échanger avec eux, à prendre du plaisir. C'est ce qu'on voit dans ces jeux avec les sports collectifs. Là, hier, j'ai vu les liesses qu'il y avait sur l'athlétisme. C'est travailler ensemble. C'est important. Et ça, je pense que c'est vraiment important de commencer. Alors, pas besoin de faire 20 ans ou 30 ans de carrière avant de se dire je prends un poste de dirigeant. Mais c'est quand même avoir se dire je vais mouiller la chemise auprès des équipes. Je me donne une crédibilité et ça va me servir pour après. Parce qu'après, comprendre ce qui se passe. Ouais. Et puis surtout, être toujours à l'écoute des clients. Il faut écouter les clients. Ils sont souvent pas contents. Ils sont souvent en train de vous dire ça va pas, il y a des litiges, ton truc ça me va pas, machin. Il faut comprendre. Et après, discuter avec eux, avoir beaucoup de pédagogie. Et c'est pareil avec les collaborateurs. Il faut développer, voilà, et il faut passer du temps là-dessus. Le rôle du manager, c'est vraiment de se dire, j'écoute tout le monde et derrière, je trace une ligne et je vais accompagner tout le monde pour y aller. Et ça, voilà, c'est le travail d'accompagnement. Les équipes, c'est dingue la puissance des équipes. On peut faire des choses énormes. Chez Carrefour, on a fait des choses énormes. Vous voyez, quand on a une crise, un entrepôt l'année dernière, on a un entrepôt qui a été déchiré par la grêle en Lorraine. Tout le monde s'est mobilisé. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire et on a réussi à livrer tous les magasins de l'Est. Quasiment, les magasins, bon, bien sûr, ils ont eu des délais de livraison un peu plus importants, mais ils ont reçu de la marchandise. Et ça, c'est pouvoir mobiliser. Si on se dit tout de suite, je suis chef de projet, machin, nana, et que je fais fi des opérationnels, il y a quand même des risques de ne pas y arriver. Okay. Et voilà. Et il faut beaucoup de résilience, et je pense qu'il faut garder le sourire tout le temps. Et c'est un métier, c'est des fois dur, c'est des fois on s'en prend. On n'est pas à la performance attendue. Mais il faut quand même garder le sourire, parce que c'est qu'un mauvais moment à passer. Et ça nous permet de rebondir après pour des choses. Moi, ça fait 35 ans maintenant que je bosse. 35 ans que j'ai eu, voilà, que j'ai vécu ça et j'ai beaucoup de plaisir et j'ai envie de continuer encore longtemps à faire ça. Bon, génial. Et je pense qu'on a terminé avec cette émission du jour en ta compagnie et en la tienne aussi, qui était vraiment très enrichissante. On a pu bien comprendre le métier de la supply, remettre un peu en lumière qu'est-ce qu'est la supply et comment Carrefour aujourd'hui a réussi à performer pour ces JO et rendre l'ensemble très agréable pour que les consommateurs puissent avoir tout ce qu'ils veulent au quotidien. Donc surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à liker, à partager et à en parler autour de vous. Parler de la sphère Indus et de ce qu'on peut produire aujourd'hui avec Clément. Et on se retrouve dans un prochain épisode de la sphère Indus. Merci beaucoup, au revoir. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous aider à démocratiser les métiers des opérations en nous donnant votre avis en commentaire, en notant et en partageant cet épisode. Ce podcast vous a été proposé par Linkuz, l'expert du recrutement dans la supply chain, les achats et les opérations. La sphère Indus revient dès le mois prochain. À très bientôt.